La transition au Burkina Faso va prendre fin dans 60 mois avec l'organisation d'élections libres et transparentes. Ainsi en ont décidé les forces vives de la nation lors des dernières assises nationales tenues le 25 mai 2024. Le souhait de tous les Burkinabés est que le problème sécuritaire soit résolu avant l'organisation de ces élections. Toutefois, on peut se poser la question à savoir comment organiser des élections dans un contexte sécuritaire difficile. Comment permettre aux populations des zones d'insécurité de pouvoir participer à des élections. Bonjour chers abonnés et merci pour votre fidélité à nos émissions. Pour le débat de ce 6 juin 2024, nous recevons Bienvenue Bationo à ma droite. Fortuna Hassan. Bationo Hassan, bienvenue. Merci beaucoup. Il est analyste politique. Merci beaucoup. À ma gauche, nous avons Aimé Nabaloum. C'est un journaliste très connu, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter. Bienvenue, monsieur Nabaloum. Merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous suivent sur votre média face au 7. Pendant une trentaine de minutes, une heure, tout au plus une heure d'émission, nous allons débattre avec nos deux invités sur les thèmes évoqués, c'est-à-dire la transition au Burkina Faso, comment organiser des élections dans un contexte de sécurité difficile. Aussi, comment permettre aux populations des zones sécuritaires vulnérables de pouvoir participer aux élections. Aimé Dabaloum, je m'en vais tout de suite vous demander quel est l'état des lieux que vous faites sur la situation actuelle du Burkina Faso. Alors, une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation à cet échange donc autour donc, de la question sécuritaire et l'enjeu donc d'organisation euh, d'élections. La situation euh, ça va être difficile, personnellement, de dire quelle est la situation, quel est le point qu'on peut faire, surtout par rapport à la question sécuritaire. Euh, c'est d'autant plus que pour pouvoir faire ce point-là, il faut des chiffres, hein, il faut des statistiques, je dirais, faut un bilan chiffré, hein, pour permettre donc de donner donc un avis par rapport à cela. Ce dont je ne dispose pas véritablement, sauf le discours politique public qui indique en tout cas que il y a des actions sur le terrain en termes donc de sécurisation et de lutte contre l'insécurité. Il y a également je dirais, des résultats qui sont rendus publics, notamment sur la télévision publique, la RTB, hein, qui donne un peu les actions sur le terrain, hein, comment ça se mène, les résultats engrangés par action. Mais le niveau d'ensemble, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que le Burkina n'a pas encore retrouvé hein, sa quiétude t'entends. Ça, au moins, c'est une certitude. C'est d'autant plus qu'il y a encore hein, des personnes déplacées, hein, des localités qui sont encore vierges, hein, vidées donc de leur population. Voici ce que je peux dire par rapport donc à la situation globale. Quand est-ce que maintenant, bon, on peut se satisfaire donc de cette situation? Je dirais non, il faut que, bon, euh, le tableau soit beaucoup plus vert que cela. Hassan Datieno, voilà, je vous pose la même question. Pour vous, quel est l'état de lieu que vous pouvez faire de la situation actuelle qui n'a pas Merci déjà une fois de plus. Vous savez que le Burkina Faso, c'est comme l'ensemble des grandes nations aujourd'hui dans le monde entier qui ont connu des moments extrêmement difficiles avant de connaître un moment de stabilité. Un moment de stabilité, nous sommes en train de traverser une époque très douloureuse de notre époque. Et vous savez que l'histoire du Burkina Faso s'est toujours écrite depuis l'époque de l'esclavage, en passant par la colonisation, en passant par l'après-indépendance, jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire douloureuse. Une histoire douloureuse parce que l'idée terroriste n'a pas parachuté au hasard au niveau du Burkina Faso. Le terrorisme est venu suite à un certain nombre de difficultés, suite à une désorganisation au plan social, suite à une désorganisation au plan sécuritaire, suite à une désorganisation au plan politique, etc.
Et donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses vont très bien au niveau du Burkina Faso. On ne peut pas peindre le tableau de façon verte au niveau du Burkina Faso. On pourrait dire tout simplement que nous sommes en train de traverser une époque douloureuse. Les choses sont en train d'aller de façon progressive, positivement parlant. Les choses sont en train de connaître une amélioration, même si ce n'est pas encore effectif. Parce que de 2015, l'avènement du terrorisme au Burkina Faso, jusqu'en 2022, avant le mois de septembre 2022, il faut reconnaître que nous avions pratiquement 2 tiers du territoire burkinabé qui était sous contrôle et terroriste. Et à partir de cette époque, avec l'avènement du camarade capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, et donc nous allons passer à une autre phase de lutte contre le terrorisme. Il faut réorganiser cette armée qui était carrément désorganisée. Il faut équiper l'armée burkinabé de telle sorte qu'elle puisse retrouver sa bravoure, sa dignité, le sens de combativité, mais surtout son honneur sur toute la ligne. Il faut augmenter ou améliorer de façon numérique l'effectif de l'armée burkinabé, qui était jusqu'alors officiellement 12 000 hommes. Nous sommes à environ 100 000 combattants aujourd'hui. Je veux parler euh, des FDS, je veux parler en même temps des VDP, je veux parler des DOZO, je veux parler de l'ensemble des forces combattantes qui sont aujourd'hui engagées un peu partout au Burkina Faso. Nous pouvons également dire que les conditions de vie, bon, les conditions dans lesquelles les soldats combattaient, est-ce que c'est resté la même? Non. Ces conditions ont connu aussi une amélioration qualitative comme il se doit. La stratégie des soldats sur les terres des opérations, est-ce que ça a connu une amélioration, oui ou non? Effectivement, ça a connu une amélioration parce que avant l'avènement du camarade capitaine au pouvoir, il n'y avait pas d'option. Concrètement dit, je peux le dire hautement parce que je sais de quoi je parle. Le président Kaboré disait qu'on n'allait jamais négocier avec les terroristes. Pendant qu'il nous dit ça le jour, mais la nuit, il partait quand même discuter avec eux. Et l'un des éléments que je peux citer, c'était les négociations qui ont eu lieu pour organiser les élections en 2020. Donc, nous pouvons tout simplement dire que les choses ne sont pas encore entrées en ordre, mais le combat est en train d'avancer et les choses sont en train de s'améliorer qualitativement. Les soldats ont trébuché, nous sommes en train de trébucher toujours, mais une chose est sûre, avec les dispositions qui ont été prises depuis un moment donné, tout ira bien. Les choses sont en train de s'améliorer, c'est vrai que le dit. Est-ce que, de ce fait, on peut estimer que c'est possible d'organiser des élections dans ce contexte? C'est pas encore possible d'organiser des élections dans ce contexte. Je suis parfaitement d'accord actuellement. Mais d'ici la fin des 60 mois, c'est possible de les organiser parce que il ne s'agit pas uniquement de finir avec la lutte contre le terrorisme, réinstaller les populations et dire que non, on va passer à l'organisation des élections. Non, je ne fais pas partie de ceux qui pensent ainsi. Nous disons que après avoir reconquis l'ensemble du territoire burkinabé, après avoir réinstallé les différentes populations dans les localités d'alors, il faut impérativement tuer le virus qui a donné naissance au terrorisme au Burkina Faso. Pourquoi je dis cela? Parce que je l'ai dit à l'introduction que le terrorisme n'est pas né au hasard. Ça n'a pas poussé comme des épidémies, etc. Ça a été suite à une certaine désorganisation à un certain niveau. Les, les statistiques sont encore là et les discours officiels sont encore là. Il y a plus de 80 voire 90% de ceux qui combattent le Burkina Faso qui sont des Burkinabés. Comment se fait-il que des Burkinabés reprennent des armes contre le Burkina Faso? Comment se fait-il qu'on retrouve des citoyens burkinabés qui sont recrutés pour pouvoir déstabiliser et salir le drapeau qui leur a tout donné en commençant par la vie? Et c'est ce virus-là qu'il faut diagnostiquer, il faut retrouver et le tuer afin de fabriquer un autre citoyen burkinabé capable de mettre le Burkina Faso au-dessus de tout, mais jamais retourner l'arme contre la nation. Il faut obligatoirement des citoyens qui parlent d'abord au Burkina Faso, qui continuent avec Burkina Faso et qui parleront après le Burkina Faso et qui doivent être prêts à donner leur vie afin que ce drapeau-là puisse être lumineux partout dans le monde entier. Normalement, Hassan Bakeno estime que la situation est en train de s'améliorer. Et toutefois, il pense que c'est pas, le moment il n'est pas idéal, n'est pas propice pour l'organisation de quelconque élection. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, merci. J'avoue que euh, je pense que Monsieur Badiano va un peu trop vite.
Parce il y a des chiffres qui ont été avancés, il y a des taux qui ont été avancés, j'ai bien peur que nous soyons fatigués et que il y ait des difficultés donc à expliquer ou à justifier donc certains chiffres. Quand je prends le chiffre de 80%, je n'en sais rien véritablement, mais tout ce que je peux dire avant de répondre à votre question par rapport à la question de l'organisation donc des élections, ce que je peux dire, c'est que ce que nous vivons actuellement, à savoir donc l'insécurité que nous dénommons terrorisme euh, actuellement, il faut chercher à savoir d'où vient ce phénomène. Il a dit, c'est pas un phénomène qui est né au hasard donc au Burkina Faso. Et moi, j'ajouterais pour dire que c'est pas un phénomène burkinabé, hein, la question terrorisme. À lire un peu l'histoire donc du terrorisme, on se rend compte que c'est un phénomène lié à la fois à des questions politiques, à des questions sociales, à des questions donc économiques, et c'est tout cela qui a concouru donc à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, qui est pour moi aujourd'hui une menace, je dirais, mondiale. Je suis désolé, mais il n'y a pas de terrorisme burkinabé. Le terrorisme est un phénomène mondial. Et les rares pays qui n'ont pas fait la mère expérience donc du terrorisme, cherchons peut-être à savoir à quoi cela donc est dû. Parce que quand on regarde un peu partout là où il y a des revendications après donc des actes terrorisme, comme je l'ai dit, il y a des revendications de nature politique, économique, sociale. Malheureusement, ce phénomène à travers le monde hein, favorise hein, d'autres méfaits, hein, d'autres conséquences hein, qui sont néfastes, je dis, des conséquences négatives sur hein, la population. C'est vrai, j'ai parlé de l'international terroristes, mais au Burkina, on a connu ce qu'on appelle des leaders terroristes burkinabés à travers donc le Sahel, hein, un Burkinabé qui s'était revendiqué, elle, donc d'un certain terrorisme. Mais eh ben, est-ce que on va dire que il a mûri dans son esprit? Il s'est inspiré ou, d'une part, il s'est inspiré, ou d'autre part, il a été approché donc par ce que j'appelle l'international terroriste. À nous donc de savoir lire tous ces aspects-là, donc de pouvoir faire, afin de pouvoir faire des propositions ou des actions, poser des actions qui pourraient nous amener hein, à nous, en tout cas, à redresser la barre hein, j'ai peur du mot en disant à éradiquer le terrorisme. Parce que, à travers le monde, c'est très rare. Les exemples sont très rares. Je peux demander à me fact-checker, mais il y a l'Espagne, par exemple, qui l'a connu hein, qui a connu le terrorisme à un certain moment. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut pas dire. Mais il n'est plus question de cela là-bas. Parce que bon, quand vous le dites, vous êtes puissant, bon, quelqu'un va vous démontrer que vous êtes, en réalité, vous n'êtes pas puissant. Mais c'est historique, c'est connu. L'Espagne, à un certain moment, en tout cas, a réussi. Comment ce pays a réussi donc à éradiquer la chose? On pourra également en discuter si vous voulez, mais c'est des exemples qui existent très peu hein, en termes donc d'État. Malheureusement, là où le terrorisme est passé, la suite a toujours été difficile. Donc, en termes de développement, en termes donc, de recouvrement donc de l'intégrité, pas de l'intégrité, donc de capacité en termes de nation à se construire, à se développer, à se projeter donc vers l'avenir. Maintenant, par rapport à votre question quant à la possibilité d'organiser des élections, oui ou non. Je pense que c'est bien cela.
j'ai envie de dire que oui et non à la fois. Oui, d'abord parce que le Burkina Faso, jusqu'à preuve du contraire, est une nation démocratique. Quoi, personne n'a encore revendiqué le contraire. Et la démocratie, hein, c'est un certain nombre donc d'attitudes, de comportements. Je parlerai pas des critères, mais d'indicateurs, hein, qu'un pays doit pouvoir avoir ou dont dispose un pays donc pour se dire démocratique. Parmi les critères, donc entre autres, il y a la question électorale, l'accession donc au pouvoir d'État. Le Burkina étant donc un pays démocratique jusqu'à preuve du contraire, bon, il faut travailler à ce que hein, les critères ou les indicateurs donc de la démocratie puissent exister au Burkina Faso, y compris donc la question électorale. Alors, est-ce qu'on peut organiser des élections au Burkina Faso à l'heure actuelle? Non. D'autre part, donc, après avoir dit oui pour répondre aux exigences donc, de la démocratie, non, parce que le pays, le Burkina, les élections comme indicateur, comme principe donc, de la démocratie, il demande à ce que l'ensemble des citoyens en âge de voter puissent donc aller voter. Chacun dans une circonscription électorale. Donc, dans son village, dans son quartier, dans son secteur, voter soit un conseiller municipal, un maire, donc aboutissant à un maire, voter soit un président, soit un député. Donc, c'est ceux en tout cas, qu'on élit pour l'instant. Donc, est-ce que les Burkinabés peuvent faire cela aujourd'hui, en juin 2024? J'ai dit non, parce que les populations ne sont plus, beaucoup de populations ne sont plus dans leur localité, je dirais dans leur circonscription électorale. Ce qui est difficile donc on ne peut pas organiser des élections quand il n'y a pas l'électeur donc dans sa circonscription électorale. Néanmoins, oui également parce que hein, dans l'organisation des élections, cela demande un minimum donc de consensus des acteurs organisent, qui prennent part aux élections. Ces acteurs-là, c'est quoi? Hein? C'est d'abord l'électeur et c'est d'abord la structure en charge donc de l'organisation des élections et c'est surtout les candidats. Des candidats issus de quoi? Des candidats indépendants, des candidats issus de partis politiques. Voilà. C'est eux qui animent, qui participent, qui se font élire. Donc, s'il y a élection. Aujourd'hui, en juin 2024, si je prends l'aspect politique, du moins l'aspect élu, issu donc soit indépendant, soit d'un parti politique, il n'existe plus il n'existe pas. On a mis cela sous boisseau pour, je pense bien, pour l'instant. Donc, on ne peut pas le faire. L'autre aspect, il a évoqué tout à l'heure, hein, l'occupation du territoire national dans son ensemble hein, par l'administration elle-même n'est pas encore totale. Est-ce que, et la liste n'est pas exhaustive, est-ce que dans ces conditions, on pourra organiser des élections? Je dis non. Mais on peut le faire si l'ensemble des acteurs se retrouvent. Donc, acteurs politiques, hein, gouvernement, organisation de la société civile, structure en charge d'organisation des élections, organisation de la société civile, donc comme je l'ai dit, ou de probables candidats indépendants. Si ces acteurs se retrouvent pour se poser donc la question. Tant que nous sommes donc toujours dans le système démocratique, allons à des élections. Est-ce que nous sommes en mesure d'organiser des élections? Est-ce que nous sommes en mesure d'organiser des élections réussies, équitables, libres, transparentes et crédibles par l'ensemble donc des acteurs? S'ils se retrouvent, je pense bien qu'ils doivent pouvoir répondre à cette question ou à ces questions. La réponse sera oui ou non. Et je pense que c'est bien possible parce que si vous prenez des pays comme
le Nigeria, qui a toujours organisé des élections, qui, je dirais, c'est difficile à le dire, a dévancé le Burkina Faso dans l'œil du cyclone terroriste, mais continue d'organiser des élections. Prenez l'Éthiopie, qui connaît également une situation très compliquée en termes de sécurité, en termes de tout ce que vous voulez, mais qui arrive à organiser des élections. Il y a également le Niger juste à côté, qui a également organisé des élections dans un contexte donc de sécurité plus ou moins similaire au cas donc du Burkina Faso. Donc, je me dis que c'est des expériences. Si les acteurs se mettent ensemble, c'est des expériences sur lesquelles ils peuvent aller s'inspirer, hein, pour revenir voir comment cela est applicable donc dans le contexte burkinabé. Mais si on dit, l'autre souci, c'est véritablement cela, si on dit, niet, pas d'élection parce que le territoire dans son entièreté, hein, jusqu'au mètre carré n'est pas recouvré par l'État, je crains fort que on ne court le risque donc que des élections n'aient jamais lieu. Et si des élections n'auront jamais lieu, il faut tout simplement changer donc le régime donc de gouvernance donc du pays. Donc je dis oui, c'est possible parce que bon, d'autres l'ont fait. On peut aller s'inspirer et revenir voir dans quelle mesure cela donc est possible. Non, je dis, c'est pas possible parce que bon, les acteurs qui devraient concourir donc à des élections, bon, n'existent pas pour l'instant. Et peut-être pour terminer, le discours public ou le discours politique, c'est que bon, c'est pas une priorité. Et si on estime que c'est pas une priorité, je vois pas en quoi il faut y réfléchir. Hassan Batino, réaction. Nabolum estime que c'est possible d'organiser des élections si surtout les acteurs responsables de l'organisation de ces élections-là se retrouvent. Voilà. C'est possible aussi d'une mesure du fait que on a des pays qui ont réussi à organiser des élections, bien qu'en étant en insécurité. Je cite l'exemple de l'Éthiopie, du Nigeria et de nos voisins du Niger. Quelle est votre réaction? Non, nous allons continuer dans le même sens. Le même sens, pour donner aussi des exemples palpables qui montrent qu'effectivement, ce ne sont pas de bons exemples tels qu'on a cités. Ibeka a organisé des élections au Mali. Il était dans des chars blindés de la France. Et ils l'ont conduit dans quelques circonscriptions pour battre campagne où il était assis dans des chars blindés français. Quand il a fini les élections, Bamako était déjà encore encerclé. Les terroristes étaient en train de progresser jusqu'à ce que son opposant soit enlevé pendant la campagne. 6 mois après, quand il a été libéré, il est mort. La Côte d'Ivoire, c'était la même chose. La crise ivoirienne, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010, c'était la même chose. Ils se sont levés pour des questions des droits de l'homme, ils sont rentrés ici, démocratie, ils sont rentrés ici, tralala, organisation d'élections. Quand on a organisé les élections, on a massacré des milliers d'Ivoiriens pour envoyer Alassane Ouattara au pouvoir. Vous continuez. Au niveau même du Nigeria, au niveau du Nigeria, le Nigeria n'était pas un exemple comme ça en tant que tel. Boko Haram sévissait correctement juste au niveau de la zone du Delta Nord. C'était là-bas. C'était au nord. Vous partez vers Maiduguri et bien d'autres localités. C'était là-bas que Boko Haram faisait rage. Je suis d'accord. Lorsque vous épousez, lorsque la première bombe ou les premières armes crépitent dans votre pays et c'est une revendication terroriste, il est difficile d'éradiquer ce phénomène dans votre pays. C'est une réalité et personne ne peut contester ça. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais le cas du Burkina Faso est un cas exceptionnel. Nous n'avons pas de terroristes. C'est-à-dire, l'erreur fatale qu'on ne doit jamais commettre, c'est de vouloir définir le terrorisme qui sévit dans la bande sahélienne comme le terrorisme dans les autres pays qu'on a connus, comme le Moyen-Orient et bien d'autres localités. Non, non, non. C'est l'erreur fatale qu'on ne doit jamais commettre.
Notre contexte c'est une continuité du néocolonialisme. De Gaulle l'a dit, lorsqu'il octroyait les indépendances aux pays africains comme des cacahuètes, qu'on va vous donner vos indépendances, mais vos risques, c'est bien. Notre cas, c'est une affaire de néocolonisation et c'est une autre façon de nous maintenir dans l'esclavage. C'est pas moi qui le dis. Des voix plus audibles, telles que celle du camarade capitaine Ibrahim Traoré l'ont dit à haute voix. C'est pas moi qui le dis. Je continue en disant, notre problème aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, c'est pas une affaire d'élection. Je suis panafricaniste. Le problème, c'est pas les élections. Le problème, c'est pas la durée d'un chef d'État au pouvoir. On peut lui donner 100 ans, mais qu'est-ce qu'il fait de ces 100 ans? C'est un exemple que je donne. On peut vous donner 10 ans. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 10 ans? Est-ce que vous pouvez être en mesure de réunir les conditions afin que chaque Burkinabé puisse quand même se sentir à l'aise, afin que chaque enfant burkinabé puisse quand même participer qualitativement au processus de construction d'une nation solide? Est-ce que, en vous remettant ces 10 ans, vous pouvez être à mesure de tracer les sillons d'un pays qui peut être représenté qualitativement dans le Conseil des Nations? Le président Kabore sait de quoi on parle. Il a pris des milliards depuis Ouagadougou. Des nuits, il survolait nos têtes. On pensait que c'était des opérations militaires, mais c'était lui qui était à l'intérieur avec des billets de banque où il partait croiser les théories de la bourse. Vous avez les Ah preuves, non, vous ils avez les savent preuves très, de cette ah déclaration. non, ils savent très bien, ils n'ont jamais contesté parce que même les médias plus crédibles ont même démontré ça et ils ont accepté. Ibrahim Traoré est venu, il a même confirmé, il était là-bas, ils ont négocié une trêve avec les terroristes, avec l'argent, on les a équipés et c'est pendant cette période que les terroristes ont profité pour miner certaines voies qui sont jusque-là inaccessibles. Ça, c'est pas moi qui le dis. On dira que oui, ouais, il faut laisser là, il parle. Je ne bavarde pas, je parle avec des éléments scientifiques. Autre chose, on a organisé des élections à coût de milliards, on a fini. Le seul contre-pouvoir qu'on a au Burkina et dans nos pays, surtout dans les pays sahéliens, c'est l'armée. Il y a quel contre-pouvoir? Vous connaissez quel opposant au Burkina Faso ici qui pourrait construire de contre-pouvoir pour pouvoir barrer la route à des mafieux, à des éléments toxiques qui dirigeaient nos États? Je parle des pays du Sahel. Le seul contre-pouvoir qu'il y avait, c'est l'armée. C'est pourquoi l'armée s'est toujours invitée dans les questions politiques. Monsieur Batoun, est-ce que l'armée doit constituer un contre? Non, l'armée ne doit pas constituer, c'est déplorable. L'armée ne doit pas constituer un contre-pouvoir. L'armée doit rester dans les casernes pour gérer sa mission régalienne qui est celle de sécuriser le territoire et permettre aux différentes populations civiles d'évacuer librement à leurs occupations sans être inquiétées. Mais à quel moment l'armée intervient? L'armée intervient lorsqu'on a tué tout contre-pouvoir. Vous connaissez quel opposant qui peut construire un contre-pouvoir dans nos pays ici? Il n'y en a pas. Vous connaissez quelle institution forte qui peut taper sur la table et dire au chef d'État, on va interrompre votre mandat parce que vous ne répondez plus qualitativement aux principes démocratiques entre griffes, même si je n'ai jamais été pour cette notion démocratique. Jamais. Alors que nous avons vu au niveau du Brésil, on a interrompu le mandat de Lula. On l'a même coffré. Après, il a été libéré. Il est reparti encore pour lancer des campagnes et revenir prendre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. Les institutions ont été carrément désactivées. On a travaillé à tuer tout ce qui pouvait interrompre un mandat ou bien mettre à pied un chef d'État pour le ramener sur le droit chemin. Donc, nous disons tout simplement, le problème des Burkinabés, à l'heure où nous parlons, c'est de regagner leur territoire. Surtout ces milliers de populations qui errent un peu partout et qui malheureusement ne peuvent plus repartir et vivre sereinement dans leur localité. C'est le premier problème des Burkinabés. Deuxième problème des Burkinabés, comment on fait pour manger? Parce que tout le problème des Burkinabés, à l'heure où je vous parle, quand vous voyez certains qui manifestent, qui crient partout, etc., ils ont faim. Vous voulez voir? Ils ont faim, c'est pourquoi quand le camarade capitaine est arrivé au pouvoir, il a dit, au-delà de la reconquête du territoire, nous ferons en sorte que chaque enfant puisse au moins manger 2 fois par jour et boire de l'eau potable. Le processus est actuellement engagé et je pense très bien que la dynamique qui consiste quand même à rendre opérationnel ou à rendre réaliste la lutte contre la famine au Burkina Faso est en cours.
Donc, ça, c'est le deuxième problème. Troisième chose, c'est de faire en sorte qu'un traite, tous ceux qui ont trahi cette patrie, ne puissent plus toucher ou attraper un levier politique quand on doit décider de l'avenir de ce pays. Ça, c'est une réalité. Dans tous les pays qui ont connu des grands problèmes, tels que ce que nous vivons aujourd'hui, on n'a plus laissé un traite diriger même un poulailler. Je ne parle même pas d'un enclos. Ça, c'est une réalité. Quatrième chose également, c'est de faire en sorte qu'on puisse accoucher un autre citoyen burkinabé. Parce que les politiques ont travaillé pour transformer négativement les citoyens. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui un enfant qui part à l'école et l'excellence n'est plus une réalité. Ça devient des tricheurs. Vous voyez un politicien, quand il arrive, il ne se préoccupe plus du bien commun. Il se préoccupe de comment lui il doit piller parce que quand le pouvoir finit, lui il doit être en paix. Vous voyez les fonctionnaires, quand ils se réveillent le matin, son seul souci, comment faire pour piller. La corruption devient une réalité. Le paysan au village, lui également, il se plaint parce que les fonctionnaires commettent la corruption contre eux. L'État s'assoit en haut, l'État ne fait que maximiser également sur des politiques qui ne rangent jamais les fonctionnaires. Les fonctionnaires, quand ils s'assoient le matin, ils ne travaillent plus pour l'intérêt commun, ils pillent également. Tous ceux qui sont en bas et toute la chaîne, en réalité, tire le développement vers le bas. Et c'est ce qu'il faut organiser. L'organisation politique, parce que l'Afrique, c'est d'abord nous qui avons enseigné à toute l'humanité ce que c'est que la démocratie. L'organisation économique, parce que quand on parle d'économie, il ne faut pas aller copier des modèles qui n'ont jamais marché en Occident et venir mettre ici. Ça ne peut pas marcher. L'organisation sociale, comment vous les gérez? Aujourd'hui, vous savez qu'on a des problèmes de justice. On nous dit que le droit, on a piétiné tout, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Simplement parce qu'on a copié des modèles qui ne nous arrangent pas. Et le jour qu'on décide de changer, remettre chaque citoyen à sa place, on dit non, non, que la justice est grande. C'est la même chose. Au niveau également communicationnel, c'est de faire en sorte que chaque micro de journaliste, chaque caméra de journaliste, chaque élément de travail d'un journaliste, que ça puisse contribuer qualitativement à construire la nation et non à détruire. Ce n'est pas le cas actuellement. Ah, pour le cas, pour le moment, c'est maintenant les journalistes ont compris qu'il faut actualiser les choses. Ça, c'est une réalité. D'accord. Si on a un moment donné, il y a plein qui voulaient obligatoirement copier le modèle occidental du point de vue du journalisme. Pour venir ici, malheureusement, ça ne peut pas marcher parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Et je ne dis pas que c'est une erreur professionnelle, c'est une réalité parce que la formation des journalistes tire sa source effectivement du système occidental. Navalou, Oui. Hassan Patoun a dit beaucoup de choses. Je vous laisse réagir. Voilà. Bon, je crois que c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont Il a été. surtout parlé des journalistes qui ont pris conscience. Vous êtes un professionnel de la presse. Vous pouvez commencer par là. Ouais, et effectivement, il a terminé par là et je m'en voudrais donc de ne pas réagir sur ce point-là. Et parce que dire que le journalisme au Burkina a copié un modèle de journalisme occidental, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il a dit, et que ça ne marche pas donc au Burkina Faso, je suis désolé. C'est une norme qui existe. Le journalisme, il n'a pas été inventé pour s'appliquer, parce que c'est au Burkina Faso, ça doit s'appliquer de cette manière, parce que c'est en Inde, ça doit s'appliquer de cette manière, parce que c'est au Mali, ça doit s'expliquer de telle autre manière. Quand on conçoit les choses comme ça, objectivement, on passe à côté. Le journalisme est une pratique avec ses règles. Et ces règles-là, mais il faut pas dire que, comme on est au Burkina, les règles du journalisme vont changer. Non, ça n'a pas de sens. Un journaliste, c'est quelqu'un qui va recueillir des informations. C'est quelqu'un qui recoupe des informations, qui les diffuse sur un média, qu'il soit radio, télé, presse écrite ou presse en ligne. Est-ce que faire cela dépend du fait qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'est? Non. Et je pense que c'est des conceptions qui nous compliquent la tâche en tant que société. Le journaliste pakistanais, il va sur le terrain, il recueille des informations, il les vérifie, donc il les recoupe et les rend publiques.
si tant que les informations qu'il a recoupées ne sont pas erronées. C'est erroné, il les recoupe. Est-ce que ce n'est pas le cas au Burkina? Est-ce que ce n'est pas le cas ailleurs? On peut dire que il y a des erreurs qui sont commises par des journalistes, mais c'est inhérent à l'être humain. Et bien plus, beaucoup plus, c'est inhérent donc à toute profession de pratique. Il n'y a pas cet homme-là qui ne se trompe pas. Il n'y a pas cette profession dans laquelle on ne se trompe pas. Il y a des ingénieurs qui se sont trompés hein, sur je prends l'exemple catastrophique, sur des conceptions du bateau. Il y a des ingénieurs qui se sont trompés sur des conceptions, sur des plans d'immeubles. Les conséquences ont été néfastes. Il n'y a pas ce corps, il n'y a pas cet homme qui ne se trompe pas. Mais étant par exemple dans le journaliste, quand il se trompe, il rectifie. Dans l'armée, quand vous vous trompez, mais c'est une balle qui est partie. C'est une vie détruite. Ingénieur en bâtiment ou je ne sais pas quoi, si vous vous trompez, le bâtiment il tombe, c'est des vies qui bâtissent. Donc, sur ce plan, vraiment, je, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, il est libre donc de ses propos. C'est pas cela qui va changer donc la pratique donc du journalisme. Il le verra donc sur les autres aspects. Euh, J'avoue que à écouter monsieur Batuno, le Burkina va émater le point. C'est une vocation, c'est un souhait, c'est inadmissible. Il faut tendre à développer le Burkinabé. C'est le Burkinabé qu'il faut tendre à développer à travers donc sa capacité donc à vivre en sécurité, à bénéficier de ce que son État lui donne. C'est cela là, c'est ça là, à mon avis, c'est pour ça qu'on doit travailler. Les questions je ne dirais pas panafricanisme, les questions d'idéologie, ça a toujours fait débat à travers le monde. Ça a toujours fait débat. Le monde finira avec des débats d'idéologie. Mais en tant que pays, en tant qu'État, en tant que nous qui voulons être une nation, qu'est-ce que nous voulons pour nos populations? Il faut une forme de gouvernance. Il faut des droits pour les citoyens auxquels ils ont véritablement accès. Et il faut un État qui se développe pour que ces citoyens-là puissent bénéficier donc du développement donc, de cette nation. Est-ce que cela, c'est trop demandé hein, à des citoyens? Je dis non, c'est pas excessif. Si tant est que les Burkinabés, ces citoyens-là, sont en mesure de se parler. Mais aujourd'hui, c'est difficile de se parler. Le discours public, il est devenu violent, il est devenu virulent. Ce qui fait que, bon, il y a, comme, je sais pas, une tension en l'air. Et par ricochet, je dis, est-ce que dans ce contexte, il est possible d'organiser des élections? Je dis non. Parce que, je reviens au sujet central, je ne pourrais pas répondre à tout ce qu'il a dit, je reviens au sujet central pour dire, les élections de par le monde, partout, ont toujours été des périodes de tension. C'est la conquête du pouvoir. Hein, c'est le moment où il faut aller chercher hein, le pouvoir. Il n'y a pas meilleur moment donc de tension. À un moment ailleurs, ça va même jusqu'au, je sais pas si je serai violent, mais vous m'excuserez, ça va même jusqu'aux assassinats de candidats ou de, voilà. Ça va même jusqu'à des attentats publics. On a vu ailleurs. Donc, les élections ont toujours été, même dans un pays en situation normale, les élections ont toujours été des périodes donc, de tension, pour lesquelles bon, les acteurs qui animent cette organisation des élections-là essayent, tant bien que mal, donc, de contenir cette situation donc, de période de tension généralisée quand il y a des élections. Nous avons, dans notre contexte, une période d'insécurité.
je dirais, plus ou moins global ou qui tend à se globaliser, pour rester en tout cas dans les cordes. Est-ce que dans ce contexte, on peut organiser des élections? Je dis non. Pourtant, j'insiste là-dessus, si tant est que on veut la démocratie, avec tout ce qui va autour, ça veut dire libre contribution de chaque citoyen au développement, accès aux droits sociaux, base, et contribution donc au développement donc, de son pays, et respect donc des différentes règles. Si on veut cela, allons véritablement respecter les exigences de cela. Si on n'en veut pas, qu'on instaure une autre forme donc de gouvernance. Je l'ai toujours dit. Si on dit, bon, la démocratie, c'est un conseil constitutionnel qui est libre, dont les membres sont indépendants, il faut un conseil constitutionnel dont les membres sont libres, indépendants. Si on dit la démocratie, il faut des élections, réfléchissons-y, voir dans quelle mesure il faut l'organiser. Si on dit la démocratie, ce sont des médias libres, ben, allons-y. Ayons les conditions pour que les médias et les journalistes soient libres. Si on dit la démocratie, c'est que chaque citoyen puisse avoir un toit, accès à l'éducation, accès à la santé, allons-y. Mais jusqu'à preuve du contraire, je l'ai dit au départ, le Burkina est un pays démocratique. Si ce n'est pas le cas, oh, réfléchissons pour voir vers quelle forme donc, de gouvernance il faut y aller. Et c'est plus important ainsi quand les règles sont connues. Une fois de plus, pour rester dans le cadre donc, de l'organisation des élections, je crois que la CENI, par exemple, surtout en charge des élections, a eu des études, hein, des ateliers régionaux qui ont été organisés. C'est public, c'est dans le rapport, dernier rapport donc, de la CENI, où des pays comme le Nigeria, le Niger, les structures en charge des élections ont donné leur expérience donc d'organisation des élections dans ce contexte-là. Mais si c'est possible, bon, on y va. Pour moi, le plus important, j'insiste, il faut que les Burkinabés arrivent à se parler de façon sereine. Si on ne se parle pas de façon sereine, on va gesticuler, on va perdre de l'énergie. Eh bien, les autres pays sont en train de se développer, hein. Ils n'attendent pas. Ils ne nous regardent pas. Même ceux qui nous aident, eh, ils se développent en le faisant. Mais nous, j'ai l'impression que, bon, on se crée, ou du moins, on s'invente des défis qui ne sont pas des défis de l'heure, des défis du moment. L'habitude que j'ai toujours l'habitude, une fois de plus, de le dire, tant qu'on va pas se parler, les résultats auxquels nous aspirons seront difficilement atteignables. Parlons-nous. Laissons la parole libre. Je sais pas que ce soit, je ne pense pas que ce soit véritablement le cas à l'heure actuelle donc au Burkina Faso. Les autres débats d'idéologie, ben, on peut, quand on va véritablement se retrouver là autour de l'essentiel, sauver ce pays-là, ben, les autres débats d'idéologie, on pourra y aller. On pourra aller à la monarchie. On pourra aller à un régime, je sais pas quoi, présidentiel, c'est une présidentielle super, parlementaire. On pourra y réfléchir. Mais à l'heure actuelle, oh, j'ai vraiment l'impression que on, on se crée d'autres problèmes, hein, bon, qui ne nous font pas avancer. Hassan Batuno, Nawaloum ouvre le champ vers la prochaine question, qui est une question à dévoiler. Je vous pose la question à dévoiler. D'abord, est-ce que vous croyez à la crédibilité, l'indépendance de la CENI? Ça, c'est une question ouverte. Vous pouvez répondre par oui ou par non. La CENI, dans son format, tu as bien dans le nouveau format qui est en train d'être mis en place. Parce qu'il y a un nouveau format qui est en train d'être mis en place. Il faut quand même. La CENI que nous connaissons tous. Actuellement là. Ah non, mais c'est un outil politique. D'accord. Ça, on le sait. Est-ce que vous croyez à l'indépendance de la CENI? La CENI n'a jamais été indépendante en réalité parce que même l'élection, le président de la CENI là, c'est
C'est une forme d'élection, mais je ne sais même plus comment ça se gère. Et il y a des routines politiques à l'intérieur. Donc, quand il a une connotation politique, même si on nous dit qu'il est indépendant, automatiquement, on sait de quoi il s'agit. Et on a vu ici les fraudes électorales, parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a... Le deuxième volet de la question était d'abord, il s'agissait de connaître votre point de vue Ah sur non, la je n'ai CENI. jamais cru Et à ça. c'était de vous dire, de vous demander, est-ce que vous pensez du fait que la CENI ait pu organiser des élections en 2020 dans un contexte sécuritaire difficile? Et je vous ai dit déjà que Rock a pris des milliards pour aller remettre aux terroristes, pour leur Euh, demander Vous pardon de avez ne des pas preuves attaquer. vous avez des preuves C'est de pas moi qui le dis. Il y a eu plusieurs journaux, qu'on ne peut pas citer, il y a eu plusieurs journaux qui l'ont déjà dit et Ibrahim Traoré est venu, il l'a répété. Si Rock savait que c'était faux, quand Ibrahim Traoré l'a dit, il allait sortir, il dit que c'est faux. Ibrahim Traoré l'a dit oui ou non. Il a dit qu'ils sont venus, ils ont donné de l'argent aux terroristes dans des sacs d'argent. Les terroristes venaient dire aux paysans, aux villageois que vos autorités qui partent regarder, ils sont venus donner de l'argent. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Il y a eu des journaux très crédibles qui ont dit que les élections ont été négociées. Il y a eu de l'argent qu'on a distribué aux terroristes pour leur demander une trêve. Et effectivement, quand on a constaté, pendant la période électorale jusqu'à l'investiture d'Europe pour un second mandat, il n'y a pas eu d'attaque. C'est pas moi qui le dis. Donc, s'il y a eu organisation d'élections, il y a dans un contexte difficile et qu'il n'y a pas eu assez de morts d'hommes pendant cette période, c'est lié tout simplement à la négociation pour une trêve. Moi, je dis, mon problème avec le régime à l'époque, quand le tourisme avait commencé, s'ils savaient très bien qui n'avait pas autre option, il sortait, il dit au peuple burkinabé, Bazoum l'a dit, hein, Bazoum quand même, ça, je l'ai aimé sur ça. Il est sorti, il a dit que, ah, les terroristes sont plus aguerris que nos soldats. Lui, il va négocier. Moi, ça, c'est une option. Si Rock savait très bien, il sortait, il nous dit clairement, les terroristes sont plus aguerris que nos soldats, on va négocier. Là, le peuple aura le temps de Maintenant, donner son on ne point de fait vue. pas, on ne fait pas le procès Voilà, des soldats effectivement. Donc, d'époque. je vais Et fermer puis, ça. non, je précise aussi quelque chose que bon, c'était le président Roch-Marc Christian Cabral qui était président, Bien sûr. mais c'était pas lui qui était au front en tenant les armes. Maintenant, les C'est armes, l'armée burkinabé n'a pas mais changé. C'est la aujourd'hui, même armée. je suis d'accord, aujourd'hui, pourquoi certains soldats désertaient des casernes militaires et ils fuyaient malgré eux-mêmes? C'est parce que d'abord, on avait désarmé le soldat burkinabé de son courage. Deuxièmement, de son arme parce qu'il n'avait quelle arme. On vous dit dans une caserne militaire, dans un régiment c'est plus de 1000 hommes. On a moins de 300 Kalachnikov qui prépitent à peine, où il n'y a même pas de munitions. Les terroristes sont plus aguerris que eux. Ils viennent avec des chars blindés, des pick-up très sophistiqués, des armes de très longue portée. Et ils avaient même des DCA qu'ils pouvaient utiliser pour défier nos armées. Ce sont des opérations de Ah guerre. non, mais l'attaque du Bola, on n'a pas vu des décès là-bas. Les premiers hélicoptères qui sont arrivés, c'est pas moi qui le dis. Les trucs sont encore visibles. Donc, le soldat burkinabé, je dis qu'il avait été désarmé d'abord de son courage. Tout simplement parce que le politique avait travaillé ainsi. On nous a chanté sur tous les toits. On ne pouvait pas acheter d'armes. On ne pouvait pas trouver des armes, etc. Mais qui doit trouver le chemin pour payer les armes là pour les soldats au front? C'est le même soldat qui est là, effectivement. C'est le politique qui doit travailler et qui doit rentrer là où il doit rentrer, trouver les armes, venir armer les soldats burkinabés. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, est-ce que nos soldats aujourd'hui sont armés? Oui ou non? Bien sûr, ils sont armés. On a trouvé les moyens qu'il fallait en mettant la France dehors d'abord. Parce que tu peux pas résoudre ton problème avec celui qui l'a créé. C'est pas possible. On a mis la France dehors, on a opté pour d'autres voies, trouver des moyens pour pouvoir acquérir des armes. Est-ce qu'aujourd'hui, les soldats burkinabés sont mieux armés qu'avant, oui ou non? C'est une réalité. Est-ce qu'on a renforcé la capacité opérationnelle du soldat burkinabé? Oui ou non? C'est une réalité. Est-ce que la stratégie a été revue? Oui ou non? C'est une réalité. Est-ce que l'effectif de l'armée burkinabé a été amélioré quantitativement? Oui ou non? C'est une réalité. Est-ce que le peuple est d'accord pour faire la guerre et d'accord avec cette option? Oui ou non? C'est une réalité. C'est pour dire qu'en réalité, si pendant toute cette période, les soldats demeurent les mêmes, mais on n'arrivait pas du tout à faire la guerre, c'est parce que le politique n'avait pas d'option en réalité. Et je le dis oui fort, ce sont des éléments qui sont accessibles à tout le monde. Je n'invente rien. Je ne fais que réciter ce qui existe déjà. Donc, aujourd'hui,
Si vous n'avez pas un leadership avéré, les soldats, le soldat peut être armé de n'importe quel type de courage, mais impossible d'affronter même un terroriste, même s'il est armé d'un couteau. C'est Merci. compliqué. D'avoir une réaction. Mhm. Et il estime que la CENI, dans son format actuel, parce que Mathieu nous apprend qu'il y a un nouveau format de la Oui, CENI qui est oui. en train de C'est mettre une en place. Moi, je le exclusivité face au savais. sexe. Voilà. Alors, donc, bon, moi, je vous pose la question en lien avec la CENI que nous connaissons actuellement, la CENI que nous connaissons actuellement tous. Lui, Mathieu ne croit pas à la crédibilité, à l'indépendance de cette CENI-là. Votre réaction? Ouais, il est libre de ses propos. Moi, je suis un défenseur, un fervent défenseur de la démocratie que j'aime. Et la commission électorale nationale indépendante que nous avons actuellement, je n'ai aucune raison de ne pas croire en elle. La Parce CENI, que, avant que vous ne puissiez, parce que la CENI a réussi à organiser des élections en 2020, oui, pendant que nous étions attaqués par les c'est ça. terroristes aujourd'hui. Donc, c'est une institution de la République. Je n'ai aucune raison, je n'ai aucun argument qui m'amènerait à ne pas croire en elle. C'est une institution de la République. Je suis citoyen donc, de ce pays. Je crois en cette CENI-là jusqu'à preuve de contraire. D'accord. Alors, je vous pose la question. Et pour lui, en fait, la CENI n'est pas crédible. Donc, dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, au regard de la non-crédibilité de la CENI, les élections et l'organisation des élections sont quasiment impossibles. Pourtant, vous estimez que si les acteurs sont réunis, les acteurs d'organisation des élections, on ne peut pas parler des acteurs sans citer la CENI qui est un acteur très majeur. Est-ce que vous maintenez cela? Est-ce que vous maintenez le fait que si les acteurs sont réunis, les élections sont organisables? Je l'ai dit, si les acteurs se retrouvent, les élections peuvent être organisées. Une fois de plus, tant qu'on reste dans le cadre donc, de la démocratie. La démocratie, forme de gouvernance, a des erreurs, comme toutes les autres formes de gouvernance. Il y a des insuffisances ici et ailleurs. Le véritable problème, donc la question politique, puisqu'on est dans les élections, c'est que la politique, c'est un domaine où la sincérité, hein, la bonne foi, ça ne se mesure pas, ça ne se, excusez-moi, c'est difficile donc de l'avoir entre acteurs. Nous avons la chance que on a une structure qui a été décidé, qui a été, entre guillemets, fabriqué, de commun accord par les acteurs qui entrent dans le cadre donc d'organisation d'élections. La CENI que nous avons actuellement a connu plusieurs formules. Ou si vous voulez, l'organisation des élections au Burkina Faso a connu plusieurs formats, passant donc par le ministère, ensuite une commission. Et le format que nous avons aujourd'hui, le format que nous avons aussi, il n'a pas été imposé à qui que ce soit. Ce sont les acteurs du moment qui ont décidé que, bon, pour organiser les élections, il faut enlever les animateurs actuels de la vie politique, à savoir le gouvernement, donc le ministère en charge de l'administration territoriale, il faut l'enlever donc dans l'organisation des élections et mettre en place une commission. Cette commission-là sera bien sûr composée donc d'acteurs de la vie nationale. Entrant dans le cadre donc d'élections, vous avez les partis politiques, vous avez donc les organisations de la société civile qui évoluent dans le domaine donc des élections, pas des élections, dans le domaine des droits humains, vous avez donc la chefferie coutumière et les organisations religieuses pour donner des gages de crédibilité donc à l'institution. Cela peut avoir des insuffisances. Je n'ai pas de preuves. Mais dire que ne pas avoir confiance à l'institution, je pense que je ne suis pas capable de dire ça. Si je dis que je n'ai pas confiance à la CENI actuelle, je suis capable de dire que je n'ai pas confiance au Conseil constitutionnel actuel. Je suis capable de dire que je n'ai pas confiance au CSC. Je suis capable de dire que je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance. Et là, hein, ça frise le débat, ou du moins ça enlève au débat public donc sa sincérité. Donc, moi, j'y crois.
je pense que jusqu'à ce qu'on modifie cette structure-là, elle est capable donc d'organiser des élections. Les élections passées dont vous faites cas, il y a eu des insuffisances. Est-ce que les acteurs ont eu le temps de se retrouver pour en faire le bilan? Faire le bilan donc de ces organisations, de cette organisation, des insuffisances et comment les corriger? Je n'en sais rien. Les rapports publics donc de la CENI sont disponibles. Et ça s'y trouve. Et toujours par rapport aux élections, parce qu'il y avait des zones je ne dirais pas sous blocus, mais des zones où les populations n'étaient pratiquement plus là. L'accessibilité même par les organisateurs de l'élection était difficile. Vous avez Certains vu ont été déportés par voilà, certains hélicoptère. ont été déportés, ça coûte cher, il faut déposer. Bon, le président de la CENI à l'époque avait essayé d'expliquer comment ils ont jonglé pour permettre à des citoyens donc de s'acquitter donc de leur vote. Tout ça, c'est des difficultés connues. Et comme je le dis, c'est inhérent à toute organisation. Les difficultés existent. Si les difficultés n'existaient pas, s'il y a des instances, des structures ou des institutions, parlons comme ça, s'il y a des institutions qui n'ont pas de difficultés, qui sont infaillibles, qui n'ont, qui ne doivent pas commettre des erreurs, ben, c'est qu'on serait des anges. C'est qu'on serait sorti donc de la piste de Jupiter. Ce qui n'existe pas en tant qu'humain, en tant que structure, je dirais donc publique. Il faut accepter que les erreurs peuvent arriver. Et si quelqu'un commet des erreurs, par la faute de quelqu'un, on a mal organisé des élections, si la loi prévoit, par exemple, que cette personne soit entendue, soit jugée, soit sanctionnée, il faut le faire. Mais bon, si on reste dans des généralités, on balance les choses comme ça, je crois que bon, c'est difficile de pouvoir avancer. Pourtant, il faut qu'on avance. Malgré cette question de sécurité, il faut qu'on avance. Et quand je dis il faut qu'on avance, c'est pas en organisant des élections. C'est pas en organisant des élections. C'est en amenant l'ensemble des Burkinabés à se retrouver sur l'essentiel. Savoir lutter contre le terrorisme de façon sincère et nous permettre de vivre en paix, accélérer, ou si vous voulez, pour booster le développement donc, de ce pays-là. Mais si on passe le temps, moi, si vous me permettez de poser une question, je ne suis pas l'invité, je ne suis Allez-y, pas monsieur. l'invité. Je ne sais pas s'il a déjà voté au Burkina Faso. Et pour aujourd'hui, en brèche, donc l'organisation donc des élections par la CENI. En tout cas, la réponse, c'est qu'il n'est pas voté, il n'est jamais voté. C'est plus ou moins ce que ça m'amène comme idée, comme réflexion. Je pense que dans une république, il faut essayer donc d'améliorer, travailler à améliorer donc les choses. L'autre aspect où je suis pas, parce que bon, au début, je dis, je ne voudrais pas avancer les choses et puis ensuite me faire pratiquer pour remettre en cause. Donc, j'avance très difficilement sur des chiffres, sur des choses pour lesquelles je n'ai pas donc de preuves. Par rapport au régime précédent, donc janvier 2022, il y a eu tellement de choses qui ont été dites par rapport à l'organisation des élections, par rapport à qui tel a pris l'argent, un tel a... Il faudrait qu'on fasse suffisamment attention. Mais, oh, il a dit, le président de façon l'a dit. Est-ce que c'est vérité absolue? Moi, je suis de formation journaliste. C'est pas une vérité absolue pour moi. Ce que je peux essayer de vérifier. Ah, je peux décider de laisser passer. Mais c'est pas une vérité absolue. Parce qu'à l'époque, le capitaine Thomas Sankara avait dit des choses. Ceux qui l'ont suivi, le président M. Blaise Compaoré, il a dit des choses. Le président Roch Marc Christian a dit des choses. Et bien avant, des gens ont dit des choses. C'est pas parce que c'est dit, bon, que par telle personne, que bon, il faut prendre pour parole d'évangile. En tant que citoyen, oh, il faut chercher à savoir, chercher à comprendre. Et moi, en tant que journaliste, je vais peut-être chercher à À vérifier. vérifier. Sans dire, ce que l'autorité a dit, c'est vrai ou c'est faux. Moi, ma profession, c'est une profession de doute. D'abord, c'est quelque chose, un fait, une information, qui t'a donc à vérifier donc par la suite.
Hassan Bachelot. Euh, vous êtes tous les deux unanimes sur un fait, est que le terrorisme, on sait quand est-ce qu'il rentre dans un pays, mais personne ne sait quand est-ce qu'il sort. Voilà. Pourtant, qu'on le veuille ou pas, au Burkina, comme l'a dit Nabaloum, sauf si on change de forme de gouvernance, sinon, tôt ou tard, on sera appelé à faire des élections. Les élections vont venir. Voilà. Comment vous voyez l'organisation de ces élections? Du moment que déjà vous émettez un doute sur la crédibilité de la Mhm. CENI, voilà. Non, je suis parfaitement d'accord. Et effectivement, quand le terrorisme rentre dans un pays, pour peut-être me répéter, effectivement, vous êtes parti 90% à vivre avec ça jusqu'à l'éternité. C'est Jusqu'à compliqué. l'été. Donc, Ça, c'est voilà. Bon, compliqué. je ne coupe pas, mais Mhm. il y a une personnalité qui l'a dit, c'est disponible sur Internet. C'est une personnalité, pour ne pas la nommer, Simon Compaoré à l'époque ministre, qui a dit le terrorisme est là. Et la population assaillait tellement le pouvoir de l'époque de questions, trouver des solutions. Quoi qu'il avait dit que bon, le terrorisme est là, il faut vivre avec. Il n'en fallait pas plus pour que les gens lui tombent dessus. Ouais. Donc, Peut-être on l'avait mal jugé, sinon c'est une réalité. Et donc, je pense très bien, effectivement, il y a des réformes qui sont actuellement en discussion par rapport à l'organisation des élections, c'est-à-dire la commission qui doit organiser. Nabolum a évoqué, effectivement, avant qu'on arrive à la mise en place de ce nouveau format, tel que cette commission-là, c'était le ministère de l'administration territoriale qui organisait. Je pense après, et le président de l'Assemblée législative de transition a émis effectivement son souhait de voir le Burkina Faso basculer, repartir dans ce format. Donc, il avait remis un rapport, je pense très bien, en décembre ou janvier, présent au camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour entreprendre des réformes effectivement et remettre l'organisation des élections là à l'administration et au ministère de l'administration territoriale. Mais jusque-là, ça fait pratiquement 5 mois. Bon, les discussions, je pense que c'est dans les coulisses et c'est leur souhait. Oui, nous allons organiser les élections. Nous avons toujours dit, nous ne devons pas organiser les élections parce que quelqu'un souhaite qu'on organise les élections. Non, nous allons les organiser lorsqu'on va tuer le virus qui a créé ce tourbillon depuis 2015 dans notre mais pays. vous admettez que ça ne finit pas. Non, Vous venez de enfin, vivre non. avec. Faut que le virus, c'est-à-dire quoi? C'est parce qu'on a transformé négativement des citoyens. Aujourd'hui, regardez depuis un moment donné, démocratie, démocratie, démocratie. La démocratie n'a jamais été universelle. Nous avons copié un modèle qui n'a jamais marché, mais on veut continuer avec ça. Vous goûtez quelque chose qui n'est pas bien pour votre santé. Tu manges sauce arachide le matin, tu as diarrhée le lendemain, le soir. Demain, tu fais la même chose, demain matin. Les bissas savent, ils ont toujours diarrhée à cause de ça. Bon, ça Monsieur c'est pour digresser un Bachelot, peu. la démocratie, c'est un ensemble, c'est pas seulement l'organisation des Je suis élections. d'accord. Voilà, il y a le Mais respect des droits de aujourd'hui, le l'homme. format tel que calqué depuis l'Occident, quand tu parles de démocratie, l'Africain pense directement à l'organisation des élections. Alors que c'est une erreur fatale. Prenez la question des élections depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Vous faites le bilan, il est là. C'est catastrophique. Tout simplement parce que lors de la mauvaise blague de l'autre, la Mitterrand, bon, on a vu, il a appelé que démocratie, etc. On a allé s'agriffer, on a copié, on est venu, on a collé, mais ça n'a jamais marché. Je Ça a précise, toujours créé des indigestions politiques. je précise qu'il n'y a jamais eu de crise post-électorale au Burkina Faso où les gens se Ah, sont, mais c'est là que où les je gens se sont salue, c'est entretués. là que je salue Zéphirin. Ça, j'aime pas les politiciens trop comme mes Zéphirin. Là, je les salue en 2015. Est-ce que vous savez qu'on était en train de frôler une crise post-électorale lorsque Zéphirin même a pris son véhicule, courir vite, éteindre le feu, la nuit où on a proclamé les élections là, de 2015 là. Ah oui, il y avait une crise qui se préparait dans les coulisses. C'est là que je salue toujours, je reconnais à l'homme sa grandeur, son leadership a contribué à éteindre ce feu. 2020, C'est la CENI qui a organisé ah ces élections. oui, je suis d'accord, et c'est Zéphirin qui a éteint le feu. Ah oui, ah. 2020, vous êtes là, vous êtes des médias. Les médias ont été convoqués. Taïrou Bari avec un groupe là, ils ont organisé une conférence de presse pour contester les élections. On était en train de frôler encore une crise post-électorale. C'est le même référent qui est allé rentrer dans le gouvernement. La crise a été tuée comme ça.
Il faut dire que c'est pas parce que l'organisation des élections n'a jamais accouché une crise post-électorale au Burkina Faso. C'est parce que les Burkinabés savent que parmi les politiciens là, il n'y a pas un qui pense l'intérêt collectif. Et si vous acceptez, vous cognez les têtes Il versées du sang. suffirait, il suffirait. Bon, non, c'est une réalité. Si vous hasardez, vous rentrez dans les débats politiques et puis vous cognez les têtes versées du sang et faites comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, savourer ce péril parce qu'aucun politicien ne va mourir dans ça. Ça, c'est une réalité. Ils savent très bien, ils ont déjà mis les enfants à l'abri et c'est vous qu'on va utiliser. Et c'est le sens élevé des Burkinabés qui a toujours contribué à faire ça. Dieu merci que nous avons toujours su conjuguer, surtout il parle des populations, hein, il parle de la population. La population a toujours su conjuguer l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel. Ça, c'est une réalité. Il faut toujours reconnaître ça au peuple burkinabé. Nous allons organiser. Il faut effectivement, c'est là où je suis d'accord avec Nabaloum. Si je pense en tout cas, je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on s'asseye. Là, moi, c'est bien. Oui, là, moi, je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on s'asseye effectivement, créer un consensus, interroger souvent les Burkinabés, créer le consensus qu'il faut pour qu'on puisse décider ce qu'il faut pour le Burkina Faso. Qu'on puisse comprendre qu'aucun modèle ne peut être copié de l'autre côté et revenir ici. Je suis d'accord. Il faut accélérer le débat pour définir la nature du régime qu'il faut pour notre pays et personne ne peut nous dire quoi que ce soit. On s'est assis à l'Amara 2000, les forces vives de la nation se sont assises et on a décidé, au regard du bilan très positif du camarade capitaine Ibrahim Traoré, dans la lutte contre le terrorisme et surtout dans la traque contre ceux qui ont sémé le virus du terrorisme au Burkina Faso, on te confie un mandat, un quinquennat complet pour vraiment gérer le problème. Ça, on n'a pas, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Qu'il soit australien ou japonais, chinois, français, américain, on n'a rien à foutre avec quelqu'un d'autre. On vous appelle des consensus tout de suite. Ah oui, mais le consensus, c'est pas un consensus occidental, c'est un consensus du Burkina Faso. Pourquoi quand on décide, tant c'est eux qui s'assiedent là-bas qui condamnent. Ça, je parle de consensus entre Burkinabés et non entre occidental et Est-ce que Burkinabés. vous estimez que entre Burkinabé, il y a consensus hier? Et non, il ne peut pas avoir un consensus à 100%. Parler de consensus à 100%, mais ne pas de consensus à la majorité. Mais consensus à 100%, c'est ignorer le rôle toxique des Blancs qui vivent à la peau noire au Burkina. Ah oui, ça, c'est une réalité aussi. Parce qu'il y a des colons en réalité qui ne sont pas obligatoirement, qui n'ont pas la peau noire et la peau blanche, mais qui ont la peau noire, mais en réalité, de sa respiration jusqu'à ses orteils, c'est un colon qu'on a fabriqué, venir déposer pour défendre les intérêts d'un colon qui nous a maintenus dans d'abord l'esclavage des négriers, en passant par la colonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est oublier leur rôle toxique. Donc, il ne peut pas avoir de consensus à 100%, mais l'essentiel, c'est d'accepter, toucher les chefs coutumiers, toucher par exemple les paysans, toucher les menuisiers, toucher les mécaniciens. C'est effectivement, comment Toucher il les faudrait? hommes politiques. Ah oui, les hommes, bon, toucher les hommes politiques, mais pour comprendre comment vous souhaitez vraiment qu'on puisse diriger le Burkina Faso, de leur point de vue. Il ne faut pas oublier, par exemple, ceux qui sont dans les villages. Le Burkina Faso, c'est pas Ouagadougou et Bobo Dioulasso seulement, hein. Le Burkina Faso, plus de 75% des vrais Burkinabés vivent hors de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Est-ce qu'il y a une distinction au Il y Burkina? a une grande distinction parce que ceux qui sont à Ouagadougou et Bobo Dioulasso pensent qu'en réalité, du moment que Ouagadougou n'est pas encerclé par les terroristes, du moment que Bobo n'est pas encerclé par les terroristes, tout va bien. Alors que ceux-là même qui tiennent l'évier du Burkina Faso vivent en milieu rural. Et ce sont ces zones qui sont aujourd'hui frappées par le terrorisme et qu'il faut effectivement, à la fin de la guerre, il faut repartir les consulter. On a vécu une période très difficile. Vous avez vraiment vécu un moment plus douloureux que ceux qui étaient à Ouagadougou et Bobo Dioulasso et peut-être d'autres localités. Nous, on veut vraiment, après la guerre est finie, nous, on veut effectivement réformer voilà, le milieu politique, assainir et mettre hors d'état de nuit tous les traites. Bon, comment vous voulez effectivement qu'on règle ça? Ils vont donner leur point de vue. Ils savent, ils ont assez de données scientifiques d'ordre sociologique et culturel qui ont conduit le Burkina Faso dans ça et ils savent les propositions de solutions qu'ils peuvent donner afin qu'on puisse ensemble s'asseoir et effectivement réfléchir Burkina Faso, Burkina nouveau et ne plus permettre à des traites, à des tortionnaires de continuer à traîner le pays là dans la boue. Et c'est là que je vais chuter en disant, je le répète parce que même sous le président Kaboré,
Barak Sakandé l'avait dit, je pense bien, à l'Assemblée nationale, ils ont reconnu que selon les données de l'armée, plus de 80, voire plus de 90% de ceux qui prennent les armes pour endeuiller les populations, ce sont des Burkinabés qu'on a recrutés. Même sous le camarade capitaine Ibrahim Traoré, ça a été dit encore à l'Assemblée législative de transition. C'est une réalité. Et donc, nous disons, c'est vrai, la tête à penser peut être occidentale. Et c'est dans ça, ça rentre dans le cadre du néocolonialisme. Je suis d'accord. Mais ce sont des citoyens. Les Duco Malam, etc., bientôt, ce sont des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés. Donc, il faut vraiment travailler, transformer le Burkinabé positivement. C'est-à-dire ceux qui ne croyaient jamais au Burkina Faso. Ceux qui pensent que le déséquilibre du point de vue social ou bien de la répartition des biens, des ressources du pays, que voilà, ça ne touche qu'à un certain groupe d'individus. Il faut vraiment travailler et faire en sorte qu'ils se reconsidèrent burkinabés, c'est qu'ensemble nous puissions conjuguer le développement dans un futur très proche. Avant de permettre à Navolum de réagir, je vous pose une dernière question que vous Mhm, allez répondre en 30 minutes, en mhm. 30 Ah secondes. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, vous n'êtes pas des soutiens du régime qui sont contre l'organisation des élections. Non, 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 non. Non, les organiser. Même Ibrahim Traoré, lui-même pour bien rentrer, parce qu'il est déjà rentré dans l'histoire, Ouais, hein, ça, il faut lui donner un titre parce que c'est... le camarade capitaine Ibrahim Traoré, parce que même lui, il sait très bien, nous allons refonder tout. Même si les gens disent qu'il aime le pouvoir, il accro au pouvoir. S'il était un accro du pouvoir, là, demain matin, il organise les élections, il passe à 90%, c'est une réalité. Ah bon? Ah non, il n'y a pas un régime qui a été plus légitime, qui a eu un soutien populaire, sans des billets de banque au hasard distribués, que le camarade capitaine Ibrahim Traoré, à l'exception de Thomas Sankara. Merci. Ça, c'est une réalité. Donc, je ne suis pas contre l'organisation des élections. On va les organiser, mais j'insiste, après la guerre, il faut tuer le virus qui a touché le terrorisme au Burkina. Merci. Navolum, une dernière question à répondre en 30 secondes. Voilà. Que pensez-vous des voix qui se font de plus en plus attendre, surtout le plus souvent, ce sont les soutiens du régime. On l'a vu lors des assises nationales tenues tout dernièrement, les gens qui appellent à un pouvoir à vie, les personnes ont sur des pancartes qui ne se cachent pas, oui, qui crient qu'ils sont carrément contre les élections. Vous avez vu que certaines personnes ont voulu prendre d'assaut la salle des travaux des assises nationales lorsqu'on a parlé de 3 ans de pouvoir, 3 ans de prolongation du pouvoir. Cette personne appelle après à un pouvoir à vie que ces personnes disent être catégoriquement contre des élections. Votre avis sur ça pour conclure? Bon, vous savez, une fois de plus, j'aime la démocratie. Malgré ses défauts, elle reste en tout cas, pour l'instant, le cadre dans lequel on peut facilement s'exprimer, donner son point de vue, contribuer, euh, donner ses idées, bonnes ou mauvaises, donc pour son pays. On est toujours à la démocratie. On ne peut pas revendiquer 10 ans, on ne peut pas revendiquer un pouvoir à vie pour un président pendant que nous sommes dans un cadre démocratique. Il faut changer les choses. Et l'autre aspect également, c'est que c'est pas étonnant. C'est pas étonnant ces revendications. Parce que les Burkinabés, à un certain moment, euh, ont eu du mal, hein, et cela s'est renforcé avec le contexte actuel, avec tous les enjeux mondiaux qu'on connaît là. Cela s'est renforcé avec la crise, hein, du politique, de l'homme politique, qui a du mal, hein, à se faire accepter, hein, auprès donc de la population. Parce que, hein, pendant longtemps, il y a eu des hommes politiques qui ont été rattrapés pour des faits de corruption, qui ont été rattrapés pour des faits donc de malgouvernance. Il y a eu des acteurs politiques qui ont été rattrapés pour, je dirais même des corruptions électorales. Et tout cela mis ensemble, le citoyen lambda a eu du mal à croire, hein, au fur et à mesure donc à ces animateurs donc politiques. Mais là, c'est une crise de leadership politique, pas plus, une crise de leadership
politiques. Les leaders politiques, à un certain moment, donc, ont manqué d'inspiration ou d'imagination pour animer donc leurs États, leurs nations. Mais ce n'est pas une erreur au Burkina Faso. Mais prenez l'exemple de la France. Et actuellement, il n'y a pas, ou il y a très peu de pays, en tout cas à ma connaissance, où des anciens présidents ont fait l'objet d'autant de procédures judiciaires, d'autant de condamnations, hein, judiciaires. Vous prenez Nicolas Sarkozy, vous prenez ses ministres électeurs, vous prenez les Jérôme Cahuzac, où il y a une crise donc du leadership politique, et je dirais c'est général. Et Burkina n'en fait pas donc l'exception. C'est cela donc qui a amené toutes ces réactions, souvent même excessives. Je ne suis pas sûr que ceux qui demandent un pouvoir à vie au capitaine Ibrahim Traoré là, lui rendront service en lui disant donc de gérer le pouvoir à vie. Je ne suis pas sûr que lui-même cédera donc à cette demande-là, parce qu'à un certain moment, bon, il peut manquer donc de vigilance ou de capacité, hein, probablement dû à l'âge, probablement dû à la charge donc du travail. Et c'est parce que les gens, hein, il y a eu cette crise-là que les gens ont commencé à faire, donc avoir toutes ces réactions que je qualifie par moments donc d'excessives. Ils en ont marre. Maintenant, la transition est l'occasion donc pour rectifier donc le tir. Sinon, vous prenez notre classe politique depuis les années indépendance, il y a des gens qui ont toujours été dans les rouages donc, de la vie politique. À un certain moment, il faut se retirer parce qu'on se fatigue intellectuellement, moralement et physiquement. Et si vous insistez, à un certain moment, ben, vous allez commettre donc des dérives, des travers, et bon, la sanction est immédiate. Autre aspect également que je voulais souligner, c'est que quand vous prenez toujours notre classe politique, c'est des gens qui ont cheminé ensemble au lycée, à l'université, qui ont connu des périodes donc, de lutte idéologique, comme nous connaissons actuellement là, et qui avaient des points de vue tellement divergents qu'ils ont transféré cela sur la scène politique. Et à cela, il faut faire véritablement attention pour ne pas reproduire les mêmes erreurs des aînés. Ces positions tranchées-là n'apportent véritablement pas grand-chose à une nation. Les gens restent dans leur position, tac, 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 et une nation n'a véritablement pas besoin donc de cela. Une fois de plus, pour terminer, que le Burkinabé se retrouve. C'est le plus important. Si les gens ne se retrouvent pas pour se parler en toute sincérité, en toute liberté d'expression, quel que soit ce que vous allez entreprendre comme action, ça va être difficile. Et la gestion du pouvoir, elle n'est pas à l'abri donc des déviances, de la corruption et tout ce qui tourne donc autour donc de la détention donc du pouvoir, qu'il soit politique, financier ou autre. Quand vous le détenez, pardon, vous n'êtes pas à l'abri donc des dérives. À nous de faire véritablement attention par rapport à la crise que nous traversons pour ne pas en créer d'autres. Que le Burkinabé se retrouve. C'est le moins mal que nous puissions souhaiter à notre cher patrie que nous aimons très tant, nous aimons tendrement. Alors, merci, merci d'être passé. Je vous en prie, Voilà, nous sommes au terme du temps qui nous a été imparti. vous allez bien. Donc, ça allait très vite parce que le débat, il était très instructif, surtout très passionnant. Alors, on espère vous retrouver ici pour la prochaine fois pour d'autres débats encore avec d'autres thèmes, Évidemment. toujours avec comme objectif de contribuer à la construction du Burkina Faso. Je vous remercie d'être passé et on se dit à très bientôt. Merci.